Ok, donc nous voilà pour la deuxième partie de la vidéo. Et... Attends, excuse-moi, parce que j'ai un petit truc qui bouge et j'avais remarqué la dernière fois que ça faisait du bruit. Donc deuxième partie pour cette vidéo sur les vaccins vus par Science et Vie en novembre 2020 et donc ce qui se passe aujourd'hui. Je reprends avec toi l'article. Voilà. Donc, à qui distribuer le vaccin en priorité? Développer un vaccin efficace et sûr relève déjà d'une belle gageure. Mais une autre difficulté de taille s'ajoute ici, celle de sa fabrication et de sa distribution. Une fois qu'un ou plusieurs vaccins auront prouvé leur efficacité et leur sécurité, ce qui n'est pas le cas, il faudra bien en effet fabriquer des milliards de doses aussi vite que possible et le distribuer de manière équitable là où il y en a besoin. Et là, on va voir que le business, encore une fois, fait toujours son affaire. Pour répondre à ce défi inédit, la production en masse de ces vaccins est déjà lancée avant même les résultats des essais cliniques. Des fois, je suis un peu perplexe, tu vois, comme je l'ai été dans la première vidéo, comme je le suis pour plein de choses dans ce monde, puisque on ne sait même pas si ça va marcher. Les essais, les finalités ne sont pas faites, mais la production est déjà lancée. Donc de toute façon, ils vont les passer, ces vaccins. Tu vois, c'est un peu, je ne sais pas si la comparaison est bonne, mais les voitures électriques. En fait, c'est un horrible scandale écologique. Ce n'est pas du tout écologique, les voitures électriques. Mais elles sont déjà produites. Elles sont faites, elles sont stockées. Tu as des endroits, par exemple en Espagne, où tu as... Mais pas que, hein. Quand tu vas en région parisienne, j'avais vu ça. Mais des immenses parkings de stockage de bagnoles. Et donc, de toute façon, il faudra qu'elles soient vendues. Donc, tant qu'elles ne seront pas vendues, on va dire que la voiture électrique, c'est écologique. Bon, là, c'est des choses qu'on va t'injecter dedans toi. Donc, c'est quand même un petit peu limite, non? Enfin, juste comme ça. Un peu plus même que limite. Si l'on s'en tient aux déclarations des producteurs de vaccins, on pourrait espérer disposer de quelques 10 milliards de doses en 2021. Bon, de toute façon, elles étaient déjà achetées. Elles étaient déjà en fabrication, elles étaient déjà achetées avant d'être produites. Donc comme j'ai dit, l'argent, il est déjà fait. Tu vois, maintenant, ce qui se passe. Un chiffre qui pourrait être artificiellement gonflé, nanana, estime plusieurs experts. L'industriel le plus offrant est de loin AstraZeneca, avec tous les problèmes que l'on connaît aujourd'hui, notamment les thromboses. Voilà. De fait, les pays riches, qui représentent 13% de la population mondiale, tu te rends compte, en dehors de ça, mais pauvre monde, quoi. On représente 13% de la population mondiale, ça veut dire qu'on vit sur la gueule déjà de gens dans ces pays riches, mais sur 87% de la population. J'ai honte, moi. Je trouve ça fou de pouvoir vivre avec ça. Donc 13% de la population mondiale ont déjà préacheté 51% des doses promises par les principaux industriels et non scientifiques, tu vois, créateurs scientifiques, producteurs scientifiques ou comme ça, industriels, on est bien d'accord, impliqués dans la course au vaccin Covid. Le Royaume-Uni et les États-Unis ont par exemple réservé tellement de vaccins que s'ils obtiennent la commercialisation, pour l'instant on est donc dans la phase 3 et puis ils sont en train de vacciner un maximum de gens, ces pays bénéficieront de plus de 5 doses par habitant. Tu vois, il va falloir les passer ces putains de doses. Ils vont pas aller les offrir après aux pays pauvres. De même pour l'Europe qui pourrait se retrouver avec un surplus de doses. Une vision jugée trop optimiste par d'autres.
en moyenne, un vaccin sur 5 en phase 3, donc ce dans quoi on est maintenant, parvient à une autorisation de mise sur le marché, préviennent les négociateurs. Entends bien ça. Un vaccin sur 5 en phase 3 parvient à une autorisation de mise sur le marché. Ça veut dire que là, on est en train de vacciner des gens avec des vaccins qui peut-être seront retirés après. Il n'y a que moi ou il y a un truc qui ne va pas? Toujours comparé au nombre de morts, de cas graves et de lits d'hôpitaux qui ne sont pas ouverts, etc. etc. Et d'attention, d'essais sur d'autres soins. Parce que pourquoi on essaye ça, ces vaccins comme ça, et qu'on ne dit pas, ok, pour essayer l'hydrochloroquine, etc. Tu vois, ça déconne quand même. Je peux pas dire autre chose, tu vois bien. On ne peut pas dire, pourquoi est-ce qu'on lance ces essais-là en phase 3 avec les assurances qui ne prennent pas en charge, blablabla, tout le chantage qu'on connaît, et qu'on n'accepte pas de faire des essais sur d'autres traitements qui ne sont pas des vaccins et qui pourraient traiter. En fait, moi, ce que j'ai envie de faire passer dans mes vidéos, pourquoi je fais ça là, je décortique un peu l'article avec toi, et encore, hein, je ne me juge pas des plus doués pour faire ça, c'est pour te dire qu'on a la capacité de faire quelque chose. Plus on est, plus on se réunit, plus on s'oppose, dans la paix, hein, on n'est pas... moi, je ne suis pas anti-vaccin, tout comme je ne suis pas anti-masque. C'est juste que je ne peux pas me plier à quelque chose qui est aussi absurde, tu vois, et aussi niant d'autres aspects qui existent et pour lesquels il y a des études qui démontrent des choses qui fonctionnent. Ah non, attends, je m'arrête, je suis trop complotiste. Attention. À l'inverse, les pays à faible revenu n'ont pas pu passer de tels contrats. Pour les approvisionner, un mécanisme international a vu le jour, appelé AMC COVAX, pour Advanced Market Committed Covid Vaccine. Oui, je sais, j'ai un accent de merde, tu peux rigoler. Porté par l'Alliance Gavi, une coalition de partenaires privés, hein, c'est pas, voilà, notamment la Fondation Gates, je dis ça, je dis rien, et public, dont le but est d'aider à la vaccination dans les pays pauvres. Toutefois, les dons ne sont pas à la hauteur des objectifs. Pour l'heure, à peine 1,5% de la population des pays à faible et moyen revenu pourrait recevoir une dose. Donc, nous sommes bien dans un truc de business et non dans celui de tout mettre en œuvre pour gérer une pandémie dramatique pour l'humanité. Or, une stratégie d'approvisionnement pays par pays en fonction des revenus de ces derniers pourrait s'avérer perdante à l'échelle mondiale. D'après une récente modélisation effectuée par une équipe de chercheurs américains, si les pays riches monopolisaient 2 milliards de doses sur 3 milliards disponibles, alors la pandémie continuerait partout ailleurs, ce qui entraînerait 2 fois plus de morts que si les doses étaient distribuées de manière équitable partout dans le monde proportionnellement à la population de chaque pays. Il y a des choses qui sont simplement mathématiques et on n'a pas besoin d'être expert pour le comprendre. Toutefois, pour certains experts, la distribution idéale de ces vaccins ne correspond pas nécessairement à une allocation équitable entre tous les pays en fonction de la population. Il faudrait pouvoir prendre en compte quelle population est susceptible de bénéficier le plus des avantages des différents vaccins et répartir les doses là où il y en a le plus besoin. Voilà. Donc après, c'est pas la peine de venir me dire qu'il faut protéger les autres. Mon cucu, tu vois, parce que bien sûr, hein, quand on raisonne juste pour sa gueule, c'est facile de dire qu'on va protéger les autres en mettant un masque. Voilà, là on nous parle a priori de pandémie mondiale. Déjà, j'ai déjà dénoncé plusieurs fois le fait, pardon, c'est l'humidité. J'ai déjà dénoncé plusieurs fois le fait que, en fait, on applique des protocoles différents déjà selon les pays, mais même en France, ce qui est déjà n'importe quoi. Donc, on voit bien qu'il y a d'autres choses que la prise en charge et le traitement de cette a priori pandémie.
Excuse-moi, où est-ce que j'en suis? Nanana. Les pays où le virus... les pays où le virus... oh, je vais y arriver. 1, 2, 3. Les pays où le virus circulera intensément devraient ainsi être privilégiés et plutôt que de calculer le nombre de doses nécessaires en fonction de la population, un calcul plus fin prendrait en compte la part de la population à risque, celle ayant plus de 65 ans, les pauvres de plus de 65 ans. On leur en met plein la tête. Celles porteuses de pathologies connues pour augmenter le risque de Covid grave, obésité, maladie cardiovasculaire, maladie respiratoire chronique, cancer, sans oublier les personnes les plus exposées par leur travail, professionnels de santé ou personnes vulnérables. Voilà, on ne peut pas dire qu'on en soit là. Un vaccin qui diminue le risque de forme sévère concernera d'abord donc les populations vulnérables. Donc voilà, peut-être il faut s'occuper des choses d'une manière globale. Après... Petit encart extrêmement intéressant, je trouve, avec le regard aujourd'hui, la manipulation médiatique et abusive qui est en train de se faire, le chantage affectif émotionnel par rapport aux enfants, aux jeunes de moins de 20 ans et aux enfants petits, c'est quelque chose de très très grave. Est-ce qu'il va y avoir la vaccination obligatoire pour la rentrée? Certains en ont peur, certains n'y croient pas, certains disent que ça n'est pas possible. En attendant, on a quand même modifié la capacité de faire l'école à la maison, etc., etc. On laisse quand même les gamins avec les masques à l'école. Bon, là, ça y est, ils se retrouvent en vacances, mais bon, ceux qui vont aller au centre aéré et tout, ça sera la même chose. Alors que les gens sont au resto et tout. Bon, ce qui est normal hein, pour moi, de ne pas avoir de masque. Mais c'est honteux de faire ça avec les gamins. Ce qui aujourd'hui est quand même en réalité totalement illégal. Hein. Je partage dans le Bel et Rebelle, je t'invite à regarder et je vais le partager d'une autre façon, tout un travail que j'ai fait qui est sur un A4 recto verso si tu l'imprimes sur l'obligation abusive du masque et son illégalité. Donc faut-il vacciner les enfants? Je te lis le petit encart en entier. Donc novembre 2020. Les enfants ne sont pas la priorité, tranche Daniel Fleuret du comité technique des vaccinations. Tout d'abord, ils sont peu sensibles au SRAS-CoV-2. En France, le taux de létalité chez les moins de 20 ans est de 0,001%, d'après les données de Santé publique France. Autrement dit, moins d'un jeune infecté sur 100 000 en meurt. Ce taux est inférieur à ceux de toutes les maladies infectieuses contre lesquelles les enfants sont actuellement vaccinés, rougeole, pneumocoque, tétanos, oreillon. Ensuite, les enfants participent peu à la transmission de ce virus. En Islande, plus de 9000 personnes à risque, présentant des symptômes en contact avec des personnes contaminées ou de retour d'une région où l'épidémie est forte, ont été testées. Résultat, les enfants de moins de 10 ans étaient 2 fois moins susceptibles d'être porteurs du virus que les plus âgés. De plus, parmi les 13 000 Islandais non à risque inclus dans l'étude, aucun des 848 enfants de moins de 10 ans n'a été testé positif au coronavirus. Les enfants ne semblent donc pas être des réservoirs à SRAS-CoV-2. Enfin, aucun essai clinique en cours ne porte sur les moins de 18 ans. Donc, les éventuelles autorisations de mise sur le marché ne viseront que les adultes. Pour l'heure, concernant les critères d'âge, les personnes âgées sont prioritaires, précise Daniel Fleuret. Espérons que ces vaccins fonctionnent chez elles. Donc tu te rends compte que là, on est en train de faire des campagnes pour vacciner les gamins, alors qu'en fait, c'est démontré par des études, et puis en le voyant dans la vie, hein, quand même, si tu regardes autour de toi, que les enfants ne sont pas vecteurs. C'est complètement honteux, c'est complètement fou qu'on laisse faire ça. Et par rapport, qu'est-ce que je voulais dire? Par rapport à ce 0,01, le taux de létalité chez les moins de 20 ans, donc taux de mortalité chez les moins de 20 ans, est de 0,001%. Aux États-Unis, en plus mes chiffres, faudrait que je les revoie, datent d'il y a bien 2-3 ans, le diabète de type 2 chez les adolescents, donc moins de 20 ans, est de 16%. Et le diabète de type 2, tu peux en mourir.
Tu peux être en fauteuil roulant avec des moignons, pieds et mains, parce qu'on t'aura coupé des membres. Et tu peux être donc malade toute ta vie et développer de gros problèmes de santé et notamment voilà, des gros problèmes avec le pancréas, les reins, des dialyses. Non, non, ça n'est pas un virus, pardon. Ok, changement d'article sur ce petit dossier et qui est le dernier. Ah oui. La population sera-t-elle d'accord? Il faudra déployer beaucoup de pédagogie pour convaincre un large public d'accepter le futur vaccin, surtout en France où le vaccinoscepticisme est très élevé. Ils sont chiants ces Français hein, quand même. Beaucoup de pédagogie. Trouvez-vous qu'il y ait beaucoup de pédagogie qui soit déployée? Est-ce que faire flipper les enfants qui vont tuer leurs grands-parents, ça s'appelle de la pédagogie? Est-ce que faire des cadeaux contre un vaccin, c'est de la pédagogie? Qui c'est qui décide ce qui est de la pédagogie? Est-ce que faire peur aux gens et laisser des gens dire des choses comme on va les forcer, on va les enfermer, ceux qui ne veulent pas se vacciner, et faire des clivages entre ceux qui ne veulent pas se vacciner, les appeler les anti-vasques et les faire passer pour des dangereux complotistes, est-ce que c'est de la pédagogie? Parce qu'il me semble que c'est ce qui se passe en ce moment. Je n'ai pas trop vu de trucs pédagogiques. Peut-être l'affiche... retrouvons-nous, vaccinons-nous. C'est peut-être le meilleur support pédagogique, ce dont ces cerveaux-là sont capables. C'est flippant, hein. Je rigole, mais... C'est bien beau d'avoir des vaccins efficaces, sûrs et susceptibles d'être distribués partout où il y en a besoin. Donc ce qui n'est absolument pas le cas, hein. Ni efficace, ni sûr, ni distribué partout où il y en a besoin. Mais encore faut-il que ces vaccins soient acceptés par les populations. Si un trop grand pourcentage des personnes refusent ces injections, même le meilleur vaccin n'aura aucun impact en termes de santé publique. Tel est le dernier défi à relever dans cette course au vaccin. Convaincre de l'importance de se faire vacciner. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans le fait de convaincre, on est dans le chantage qui va vers une obligation, des menaces, etc. C'est loin d'être gagné. Avant même l'irruption de ce nouveau virus dans nos vies, l'hésitation vaccinale représentait déjà un vrai problème. On se demande bien pourquoi. Cette défiance figure même sur la liste des 10 plus grandes menaces envers la santé mondiale dressée par l'OMS aux côtés de l'antibiorésistance d'Ebola ou encore de la pollution. Alors moi, ça me fait halluciner. Parce que bien sûr que la pollution est une des plus grandes menaces envers la santé mondiale. C'est marrant, pourtant, on ne fait rien pour l'arrêter. Il y a toujours le G7, où des gens partent en jet et bouffent pour des milliers d'euros et se réunissent pour des milliers d'euros pour parler de choses qui ne sont jamais faites. C'est fatigant hein, quand même. Donc, je ne savais pas, je l'ai appris, qu'on est en fait, ceux qui sont sceptiques à la vaccination, on est dans les grands dangers de l'humanité. Mais c'est marrant parce que dans ce système capitaliste, on part du principe qu'il faut mettre des choses en place sans remettre en question tout le business. Si par exemple on ne faisait pas de business avec la santé mondiale, que c'était un bien public au niveau du monde et qu'on devait en priorité maintenir les gens en bonne santé, les aider et voilà, peut-être faire un peu de business sur tu vois, tous les à côté, les choses qui ne sont pas de base pour être bien, mais peut-être que les gens seraient moins sceptiques. Parce que là, à côté, on voit, puis bon ben voilà, on nous impose un vaccin Pfizer, alors que Pfizer n'a pas payé presque 3 milliards d'amendes, comme je le rappelle souvent, pour je ne sais plus quelle chose, mais des problèmes de santé par leurs produits. C'est fou quand même.
Donc, c'est loin d'être gagné, nanana. D'après une étude internationale, bon, ça, je vais pas lire tout ça. Enfin, hop. En fait, en 2020, seulement 8% des Français se seraient ainsi prononcés, comme tout à fait opposés à l'affirmation suivante. Dans l'ensemble, je pense que les vaccins sont sûrs. Ce qui en fait le 5e pays le plus méfiant, après l'Azerbaïdjan. Je sais pas combien de personnes ils ont interrogé là-bas. La Bosnie-Herzégovine, la Macédoine et le Kazakhstan. Cette phrase est d'une débilité profonde. Je suis désolée pour l'auteur du truc, mais en fait, on nous met que des pays qui ne sont pas des pays importants dans cet immense schéma de business mondial. Et on vient nous expliquer qu'en fait, les Français, quelque part, on est un peu arriérés. Je dis pas que ces pays le sont. Moi, je ne pense pas ça. Mais c'est ce qui est véhiculé à travers notre système économique. Je veux dire, quand est-ce que tu entends parler de l'Azerbaïdjan et voilà, de ces pays-là au niveau de milliards d'euros qui passent, tu vois, de grands progrès technologiques avec tous les abus que ça comporte. Je n'ai pas compris. Ils devaient vouloir la placer. Il y a peut-être quelqu'un, je sais pas où ils ont fait un pari dans le bureau. Je te paye un café si tu places cette phrase qui n'a pas de sens. Ou alors, bien encore, débiliser le français ou l'être humain. Je trouve qu'on est dans une société vraiment débilisante. Parce que plus on te fait passer pour un débile, plus tu deviens dépendant à ceux qui ne le sont pas. Donc, pardon, ça me gratte le nez. Voilà. Dès lors, à quoi faut-il s'attendre lorsque des vaccins anti-Covid seront disponibles ? Logiquement, les expériences traumatisantes en matière de maladies contagieuses encouragent ensuite à se faire vacciner. Bon, moi, je suis plus traumatisée par la manipulation, le mensonge et le business que par le Covid lui-même. Et je pense que je ne suis pas la seule. Ce qui m'a vraiment traumatisée toujours, c'est la gestion dans les EHPAD. Comment on a enfermé les gens dans leur chambre et les empêché de voir leur famille et les laisser crever tout seuls. Ça, oui, c'est traumatisant, mais ça n'est pas le Covid, c'est l'humain, encore une fois. Encore aujourd'hui, on m'a dit par rapport à un endroit, non mais ils n'ont pas le choix. C'est les mesures gouvernementales. Mais en fait, non, c'est pas vrai, tu as le choix. À moins que tu aies le flingue sur la tempe. Tu as le choix. Et encore, dans certaines spiritualités, on va t'expliquer que même là, tu as le choix. Il y en a qui sont morts dans les guerres de religion pour ne pas se sacrifier à leurs croyances. Peut-être il y en a qui se moquent de ça, mais c'est quelque chose qui peut être juste aussi. Comment expliquer un tel désaveu ? La pandémie de Covid-19 a permis au mouvement anti-vaccin d'accroître leurs influences grâce à un contexte de sidération et des séquences d'errements politiques favorables à l'émergence et à la diffusion de récits complotistes. Analyse Lucie Guimier, géographe spécialiste des mouvements vaccinosceptiques. Alors moi, j'adorerais être payée pour dire des conneries comme elle. Tu as vu ? Hop, le petit biais, tout ça, à la diffusion de récits complotistes. Tandis que le gouvernement, il a juste le droit à des séquences d'errements politiques. Voilà, qui permet aux complotistes de faire leur lit. Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs alternatives entre ces deux choses ? Est-ce que tous les gens qui se questionnent sur la pertinence d'un vaccin dans le cas de cette maladie, un vaccin qui est donc donné, là on le voit maintenant, en phase 3, en phase de test, etc., qui est avec du chantage, avec la non prise en charge des assurances, etc., etc., est-ce qu'on est forcément complotiste ? Tu vois, c'est marrant, donc voilà, j'avais pas lu cet article avant, mais hop, tout de suite là, petit biais cognitif, hop, c'est mal de questionner sur les vaccins. En outre, il est évident que la vitesse inégalée de développement de ces vaccins alimente des craintes quant à la sécurité et l'efficacité de ces produits. Ben oui, c'est normal, non ? Or, qui dit faible acceptation, dit in fine faible couverture vaccinale.
Imaginons que l'on parvienne à trouver ce vaccin idéal qui bloquerait de façon efficace la transmission du virus. Les modélisations indiquent que si moins de 60% de la population accepte de se faire piquer, il sera impossible d'empêcher l'épidémie de se propager. Donc tu vois là, hein, enfin, déjà, ça laisse 40% tranquille. Donc voilà, moi, je peux être tranquille. Toi aussi, peut-être. Et puis, peut-être, on pourrait accompagner ce 60% si on n'y vient pas, par un travail sur l'immunité personnelle, des tests et des essais d'autres soins qui ne sont pas des vaccins, des médicaments, d'autres protocoles de soins. En réalité, l'objectif d'intervenir sur la dynamique de la pandémie paraît assez peu probable, commente toujours ce Daniel Florey. Il apparaît dès lors beaucoup plus raisonnable de viser un autre objectif, réduire le risque de formes graves, donc privilégier les vaccins qui agissent sur la gravité de la maladie. Pour l'instant, on est simplement dans la diffusion de la peur, puisqu'on est encore en train de nous sortir un nouveau variant, le variant Delta, et puis après ça va être un autre, jusqu'à pour faire bien flipper les gens et les pousser à aller se faire vacciner. Toutefois, même dans cette optique-là, reste encore à convaincre les personnes cibles. Les plus de 65 ans, leur entourage, les professionnels de santé. Si on fonctionne avec les mêmes outils, non mais pourquoi vacciner l'entourage des plus de 65 ans? J'espère que beaucoup de gens qui ont plus de 65 ans ont vraiment un entourage. Mais là, on connaît tous quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. On connaît tous quelqu'un qui a plus de 65 ans. Je l'ai lu juste en dernier avant de commencer la vidéo, cet article. Alors, j'avais pas encore bien compris la débilité de certaines parties du message. Si on fonctionne avec les mêmes outils et les mêmes messages que ceux qui ont prévalu jusqu'à présent, nous n'y arriverons pas. En 2009, seulement 8% des Français s'étaient fait vacciner contre la pandémie de la grippe H1N1. Et tu vois, on est en 2021 et on n'a pas eu une hécatombe de morts avec cette grippe-là. Pas plus, pas moins, on est à peu près au même chiffre, je crois, que ceux du Covid, même s'il y en a qui réfutent que non, il a quand même été démontré que oui. On n'a pas tant de morts que ça avec le Covid, même si chaque mort pour chaque famille est une horreur. Mais les morts sont en grande partie dues déjà à une mauvaise santé, due à la malbouffe, la pollution, tous les produits chimiques, donc due à l'industrie, donc due au capitalisme, et à l'état du système de santé. Voilà. Une solution serait de rendre le vaccin obligatoire. Là, on en est à ce chantage-là. Hein. Là, l'article était de novembre 2020, je le rappelle encore une fois. Pour l'heure, la France ne s'est pas prononcée sur le sujet. Trop tôt, répond l'Élysée. Comme ils sont gentils à l'Élysée. La question se posera sans doute si l'on a un vaccin très efficace qui bloque la transmission et que la situation pandémique est active. Donc actuellement, elle n'est pas active et on n'a pas de vaccin très efficace. Pourtant, hein, le business pour te faire vacciner, là, il y est, hein, le chantage, etc. L'expert précise toutefois que rendre un vaccin obligatoire signifie aussi pour l'État d'endosser, alors écoute bien, la responsabilité en cas d'effet secondaire inattendu, que ça serait l'État qui endosserait ça. Dans ce cas, l'indemnisation des victimes est intégralement assurée par l'ONIAM, Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au titre de la solidarité nationale. Donc, ils n'ont pas du tout envie de faire ça. Pour l'instant, ça n'est absolument pas abordé. Clause d'irresponsabilité pour les fabricants. Toutefois, une telle différence juridique entre vaccins obligatoires et vaccins recommandés pourrait ne pas exister dans le cas des vaccins Covid, car les accords d'achat anticipés prévoient que les États membres indemnisent le fabricant pour les responsabilités encourues sur certaines conditions, a annoncé la Commission européenne. Les conditions précises de ces clauses d'irresponsabilité n'ont pas été rendues publiques. Bien entendu.
on ne va pas mêler le citoyen à ses choix libres et éclairés. Donc là, ça veut dire que les États indemniseraient les fabricants sous certaines conditions. Tu vois, on n'est que dans un truc de business, parce que les fabricants, ils se le sont déjà fait, leur pognon, comme on l'a vu. Obligation ou non, il faudra de toute façon que les autorités fassent preuve d'une grande pédagogie. Il faut commencer très en amont à réfléchir aux campagnes de communication et prendre en considération l'attitude des populations. Ce qui n'est absolument pas fait, parce que de toute façon, on est de plus en plus dans un État qui impose les choses par la peur, et on est de plus en plus depuis longtemps, bien avant le Covid, dans des situations où les choses sont obligées, c'est interdit, c'est obligé, c'est interdit, c'est obligé, c'est interdit. On entend ça partout, tout le temps maintenant. Donc, on est de plus en plus dans ces formes de structures-là, où en fait on coupe la communication avec un autre humain professionnel et où on ne peut plus rien comprendre, expliquer, demander, négocier. Donc en fait, pour l'instant, la pédagogie, je suis désolée, mais ils s'en battent total. On est dans la répression et dans l'imposition. Il faudrait aussi éviter de reproduire les mêmes erreurs qu'en 2009, où les médecins et pédiatres ne pouvaient pas vacciner eux-mêmes. Bon, ça a priori... Ok, nanana. Pour beaucoup, l'une des clés sera la transparence. J'adore. Transparence sur les résultats des essais cliniques, transparence sur les contrats passés entre les industriels et les États, transparence sur les coûts aussi. La transparence ne fera pas tout, mais sans elle, il est certain qu'il n'y aura pas d'acceptabilité. Et sans ces derniers maillons de la grande chaîne, tout projet de vaccin devient illusoire. Le problème, bien sûr, on va dire que je suis complotiste, mais c'est que la transparence, elle est très difficile. Aujourd'hui, on nous dit ce qu'on veut. C'est un fait que les gens n'ont plus confiance dans l'information, c'est une réalité. Et plutôt que de continuer à bazarder de l'information à tout va, il faudrait peut-être remettre les choses en question au lieu de mettre des pansements dessus comme il est fait tout le temps. On cherche une nouvelle solution au lieu de revenir à la simplicité et on crée des nouvelles normes, des nouvelles lois, des nouvelles règles, du nouveau business, des nouvelles amendes, des nouvelles obligations, des nouvelles interdictions. Il y a un problème pédagogique, justement. Et du coup, par rapport justement à cette solution de rendre le vaccin obligatoire, là que je citais un petit peu plus haut dans l'article, moi, ce qui me touche beaucoup, c'est pourquoi est-ce que on se préoccupe tant, en fait, d'éviter la mort dans des situations comme ça où il y a beaucoup d'argent à faire, alors que socialement, il y a un déni énorme de la mort, qui est, on le voit avec la gestion des gens en maison de retraite et dans les EHPAD, où on laisse crever les gens, bien avant le Covid. Moi, j'ai fait de l'accompagnement des années en maison de retraite, c'est juste une horreur. Où on ne laisse plus les gens avec leur famille, où en fait, dès la soixantaine, tu es déjà vieux et tu n'es plus utile à la société, où il y a un déni total de la ritualisation, de l'accompagnement à la mort, et où en fait on est dans une société qui tue des gens. On est dans une société extrêmement violente, et on est dans une société qui rend des gens extrêmement pauvres, que l'on exploite, qui sont dans une grande précarité. Donc je ne comprends pas cette dérégulation, c'est quelque chose qui n'est pas du tout clair pour les gens dans le rapport à la mort. D'un côté complètement nié, et d'un autre côté où il faudrait absolument ne pas mourir du Covid, par exemple. Voilà, je te laisse. J'ai... Oui, il y avait un dernier petit point, si la solution ne venait pas d'un vaccin. Mais en fait, ce que j'ai souligné, c'est que les États misent tout sur les vaccins. Personne ne souhaite investir dans des alternatives qui pourraient pourtant s'avérer très efficaces parce qu'elles ne rapporteraient pas assez. Tu vois, le problème du business avec la santé, c'est qu'il faut que ça rapporte. Et ça, c'est terrible et c'est très triste. Donc, en réalité, on n'est pas totalement préoccupé de ta santé. Il faut vraiment t'en occuper toi-même aussi.
Tu vois, je ne crache pas hein, sur... Il y a des choses magnifiques en médecine, hein, les opérations du cerveau, les opérations à cœur ouvert. Il y a des choses qui ont énormément évolué, mais on est dans une société qui rend les gens malades, profondément. Et oui, avant, c'était pire, on mourait plus, les femmes mouraient plus en couche, il y avait la saleté. Bien sûr, ce que je dis ne va pas à l'encontre de ça, ne dit pas le contraire de ça. Mais c'est quand même une réalité que l'on peut observer aujourd'hui. Et là, il y aurait une vraie remise en question à avoir. Et cette remise en question, manifestement, elle ne se fera pas sans toi, sans moi, sans nous, pour aller dire non. Tu vois, je sais que c'est chiant, je sais que ça fait peur, je sais qu'on n'est pas sûr de réussir, mais il y a vraiment quelque chose à voir là. Donc, je t'embrasse, je t'envoie plein d'amour et je t'invite vraiment à réfléchir à tout ça, à diffuser ma vidéo, ce genre de vidéo de personnes qui travaillent comme moi et même mieux que moi, parce qu'il y a des gens qui sont plus compétents pour ça. Mais voilà, le tout, c'est de revenir à soi. Ça, c'est vraiment ma compétence, accompagner les gens là-dedans, revenir à soi, à vraiment ce qui est juste pour nous, d'être vraiment nous-mêmes, de sortir de ce qu'on pense être juste, de ces croyances, de ces concepts, de ces besoins qu'on aurait de cette société capitaliste et de rééquilibrer quelque chose pour le bien de l'humanité et de la Terre. Parce que là, c'est ça le danger. Voilà. Allez, je t'embrasse. Beaucoup d'amour, beaucoup de conscience et à très vite.